à toi. Merci beaucoup, Joanne. C'est un plaisir partagé d'être là ce midi et puis d'accueillir toutes les participantes, participants à ce panel. J'avoue, l'organisation, c'est vraiment un travail d'équipe. Là, on a un magnifique ensemble de panélistes qui ont tous et toutes travaillé euh, à la coordination, puis l'arrimage des contenus. Alors, c'est ça. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quels sont les progrès et aussi les reculs pour la santé des travailleurs travailleuses liés à cette loi modernisant le régime de santé et sécurité au travail au Québec. Alors, en guise d'introduction, je vais commencer par vous présenter nos expertes et experts qui vont apporter des réponses à cette question. Et puis, je vais vous expliquer brièvement pourquoi on a souhaité organiser ce panel aujourd'hui. Alors, je vais y aller par ordre de présentation. C'est Jessica Riel qui va d'abord faire sa présentation. Elle est ergonome et professeure en santé au travail au département organisation et ressources humaines, le département ORH, à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Elle est responsable depuis 2016 de l'équipe de recherche interdisciplinaire et interuniversitaire sur le travail, santé, genre, égalité. C'est l'équipe SAGE, qui est financée par les fonds de recherche du Québec, Société Culture. Et ces recherches portent sur la prise en compte des inégalités de genre et visent à comprendre leur influence sur l'activité de travail et la santé. Alors, Jessica va mettre la table en premier en présentant les changements et les enjeux en lien avec les mécanismes de prévention et de participation dans cette nouvelle loi 27. Ensuite, Rachel Cox, professeure de droit au département des sciences juridiques de l'UQAM et membre du barreau du Québec. Son domaine d'expertise est le droit de la santé et de la sécurité au travail et le droit à l'égalité, et plus particulièrement le harcèlement et les violences de genre au travail. Elle a récemment complété un mandat pour le ministère du Travail et du Québec à titre de présidente du comité chargé d'analyser les recours en matière de harcèlement sexuel et d'agression à caractère sexuel au travail. Et Rachel va aborder les modifications en matière de prévention des violences à caractère sexuel au travail et de la violence conjugale. Ensuite, Norman King a commencé sa carrière en santé publique comme coordinateur en santé au travail en 1978 et il a passé 35 ans dans le réseau de santé publique en santé au travail, santé environnementale et 2 ans à la CSN comme conseiller syndical en santé au travail. Actuellement, on a la chance de l'avoir comme chargé de cours en santé et sécurité au travail dans notre département ORH de l'ESG UQAM et il est aussi conseiller scientifique pour l'Association des victimes de l'amiante du Québec. Et donc, Norman va nous parler des effets de la nouvelle loi sur le réseau, sur le rôle du réseau de santé publique en santé au travail, et également les effets sur la reconnaissance des maladies professionnelles dans le régime de SST au Québec. Euh, Valérie Martin, enfin, professeure en gestion de la santé et sécurité au travail au département ORH à l'ESG. Elle détient un doctorat en psychoéducation et elle mène des travaux de recherche sur les conditions organisationnelles qui favorisent l'emploi des personnes en situation de handicap, notamment des employés autistes. Elle travaille aussi sur la santé et la sécurité du personnel qui œuvre dans les missions d'adaptation et de réadaptation dans le réseau de la santé et services sociaux, notamment en hébergement. Et donc, elle va intervenir en dernier pour aborder le retour au travail après une lésion professionnelle et les nouvelles obligations des employeurs sur ce point. Euh, je ferai ensuite une très courte conclusion sans avoir l'ambition de faire une synthèse de l'ensemble des points parce que ce serait beaucoup trop ambitieux pour ensuite passer la parole je dirais à la salle, enfin en tout cas à toutes les personnes présentes pour les échanges. Euh, euh, je vais dire 2 mots sur qui je suis. Hélène Sultan-Tayeb, donc professeure en gestion de la santé au travail au département ORH de l'ESG-UQAM également. Je suis économiste de la santé au travail. Je mène des projets de recherche sur les évaluations des interventions de prévention en milieu de travail et également sur les coûts des maladies imputables aux expositions professionnelles avec une prise en compte des rapports de genre et des différences hommes-femmes. Et puis, je coordonne ce panel.
Alors, avant de passer la parole à nos panélistes, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer pourquoi ce panel dans le cadre de l'ISS, de l'Institut Santé Société. Euh, Si on revient un tout petit peu en arrière, en janvier 2021, plusieurs membres de l'équipe SAGE, dont une partie sont ici présentes, ont présenté des mémoires en commission parlementaire pour le projet de loi 59. Et à l'époque, les débats étaient extrêmement vifs dans la communauté scientifique, avec les organisations syndicales, les organismes communautaires, mais ils étaient assez absents de la presse. Et cette faible couverture des médias s'est malheureusement prolongée ensuite lorsque le projet de loi a été discuté à l'Assemblée, puis adopté en octobre 21, ce qui a donné lieu donc à cette loi 27. Et la loi a été adoptée malgré des critiques fortes qui ont été émises, y compris sur la version finale de la loi, par les syndicats, par les associations de défense des travailleurs-travailleuses, comme l'UTAM, par exemple, par les groupes de femmes comme le SIAFT et beaucoup d'universitaires spécialisés en santé sécurité au travail. Alors, suite à cela, nous avons élaboré un document de synthèse sur les progrès et les reculs du régime de SST au Québec, suite à cette loi de modernisation, loi 27, document qui a été élaboré sous la direction de Norman King et Valérie Martin qui sont présents, euh, et qui était un document utile pour alimenter nos enseignements dans le programme de certificat en gestion intégrée de la santé et sécurité au travail, ce programme de certificat qui est offert ici à l'ESG UK. Alors, peut-être que le lien vers enfin, le document en question, PDF, va être mis dans le chat, dans la discussion, si vous souhaitez y avoir accès. Il va être aussi en accès libre sur le site web de l'Équipsage un petit peu plus tard. Euh, alors aujourd'hui, le régime intérimaire de mise en application de la loi est en cours et beaucoup de questions et d'inquiétudes restent entières. Et il nous a semblé utile et nécessaire de démêler en quoi cette loi apporte des progrès, mais aussi des reculs pour la santé des travailleurs-travailleuses, puis aussi pour l'équité au travail de la population salariée, non seulement actuelle, mais aussi future. C'est-à-dire qu'en fait, les enjeux nous semblent énormes, ils nous semblent avoir été sous-estimés, et ils nous concernent tous et toutes, et ils concernent aussi les générations futures, les enfants, nos enfants, etc. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a organisé ce panel. Alors, avant de laisser la place aux panélistes, j'aimerais donc préciser que on a vraiment hâte d'entendre vos questions suite aux présentations. On va avoir une bonne vingtaine de minutes à la fin des différentes présentations. Donc, merci de conserver vos questions précieusement pour la partie d'échange qui va avoir lieu donc à la fin. Alors, je vais donc dès maintenant donner la parole à Jessica Riel, qui va donc partager son écran. À toi, Jessica. Merci Hélène. Merci également à l'Institut de santé et société de nous permettre de pouvoir réaliser cet événement. Alors, dans le cadre de ma courte présentation, je vais mettre la table, comme le disait Hélène, sur quel mécanisme de prévention et de participation arrive avec la LMR-SST, loi modernisant le régime de santé et sécurité du travail. Puis, maintenant, c'est la loi 27. Donc, quels changements, quels enjeux. Bref, mise en contexte et rappel historique. Alors, l'objectif de la LSST qui est maintenu dans la LMR-SST, en fait, la LSST, Loi sur la santé et sécurité du travail, c'est une loi de prévention et c'est en lien avec cette loi-là que je vais présenter les différents éléments. Donc, une loi de prévention, donc ça veut dire identifier, analyser, corriger, contrôler et évaluer les risques à la santé et sécurité du travail. Puis on va voir qu'il y a eu des ajouts de type de facteurs de risque à intégrer dans un des mécanismes dont je vais en parler tout à l'heure. Donc, l'objectif de la loi est d'éliminer à la source même des dangers pour la santé, la sécurité, l'intégrité physique et psychique des travailleurs et travailleuses. Donc, vous voyez que j'ai mis en jaune et psychique parce que ça a été un ajout de fait dans le cadre de la LMR-SST. Alors, cette loi énonce les principes de l'engagement paritaire de l'employeur et également des travailleurs et travailleuses, et elle prévoit des mécanismes qui vont assurer sa mise en application.
Et c'est ce dont je vais parler dans ma présentation. Alors, petit rappel historique par rapport à ces mécanismes qui sont prévus par la loi. Donc, avant la LMR-SST, donc dans la loi de 1979, pardon. Alors, il a été question de mettre en application le régime en fonction de groupes prioritaires à la prévention. Ces groupes prioritaires à la prévention consistent en des regroupements de secteurs d'activité qui étaient fondés sur la similitude de l'activité économique, mais également sur la fréquence et la gravité, donc par des moyennes statistiques des lésions survenant dans chaque secteur. Si j'ai mis en jaune fréquence et gravité, donc les moyennes statistiques, c'est que le projet de loi 59 qui a mené à la LMR-SST revenait avec un fameux calcul pour établir les niveaux de risque et donc pour prévoir des mécanismes qui allaient s'appliquer en fonction du niveau de risque. Et notre équipe, donc, qui avait déposé un mémoire, ainsi que d'autres groupes, avons dénoncé, avons fait une critique de ces niveaux de risque, justement, qui ont été abolis dans le projet de loi, dans la loi modernisant le régime. Alors, par le passé, seulement certains secteurs d'activité étaient tenus d'implanter l'ensemble des mécanismes ou une partie. Donc, je vous les présente ici. Alors, quels sont ces mécanismes? Donc, il y a des mécanismes de prévention. Donc, à l'époque, donc avant 2021, voyons, je m'en vais dans les dates. Alors, un programme de prévention et un programme de santé spécifique à l'établissement qui était obligatoire dans les groupes 1, 2 et 3, peu importe le nombre de travailleurs, et les mécanismes de participation, comité de santé et sécurité et représentant la prévention, qui pouvaient être mis en place dans les groupes 1 et 2. Alors, à quoi ça ressemblait. Donc, les groupes prioritaires, groupes 1 et 2. Donc, rapidement, là, je ne vous présenterai pas toute la liste des secteurs d'activité, mais on voit ici bâtiments et travaux publics, forêts, transformation des métaux. Ce sont des groupes où on retrouve majoritairement des travailleurs. Donc, dans ces groupes, il y avait obligation de mettre des mécanismes de prévention et de participation. Dans le groupe 3, qui est administration publique, alimentation, meubles, transport, il y avait obligation de mettre en place les mécanismes de prévention, donc programme de prévention et programme de santé spécifique à l'établissement. Pour ce qui est des groupes 4, 5 et 6, donc il n'y a pas eu, la réglementation ne s'est pas appliquée à ces groupes, donc il n'y avait aucune obligation de mettre en place des mécanismes de prévention et de participation selon la loi de l'époque. Alors, cela faisait en sorte, et ça a été documenté notamment dans les travaux de Karine Messing, 84% des travailleuses et 66% des travailleurs ne travaillaient pas dans un secteur prioritaire entre 1979 et 2021. Donc, ça, c'était une grande lacune. Donc, est arrivée la loi modernisant le régime. Je dis modernisant entre guillemets parce que ce n'est pas une véritable modernisation comme on va en discuter aujourd'hui. Alors, présentement, il y a un régime intérimaire qui est mis en place et qui devrait être, en fait, qui va être présent dans le milieu de travail jusqu'au plus tard, le 6 octobre 2025, où les dispositions législatives et réglementaires devront être mises en place. Donc, le régime intérimaire s'applique à tous les établissements. Il vise à permettre des dispositions de transition pour les établissements qui n'étaient pas couverts par des mécanismes dans l'Ancien régime et à préparer les milieux à la mise en application des mécanismes et à augmenter la prise en charge de la santé et sécurité par les milieux de travail. Alors, quels sont les principaux changements? Donc, pour les établissements de plus de 20 travailleurs, on a le maintien, en fait, l'extension du programme de prévention qui s'applique maintenant dans tous les établissements. Je mets ici risques psychosociaux et risques de troubles musculo-squelettiques, puisque ce sont deux ajouts qui ont été faits dans la loi. Donc, on doit tenir compte de ces risques dans le programme de prévention. Un autre changement dont Norman va parler tout à l'heure, donc le programme de santé spécifique à l'établissement est aboli et il est remplacé par des éléments de santé
qui vont être issus de programmes de santé élaborés par la commission, la CNESST et le ministère de la Santé et des Services sociaux, mais on ne sait pas quels seront ces programmes-là pour le moment. Au niveau des mécanismes de participation, donc comité de santé-sécurité et représentant en santé-sécurité, donc là, on voit que le terme change ici. Au lieu de représentant à la prévention, on a changé pour représentant en santé-sécurité. Un autre changement important, c'est la possibilité du multi-établissement. Donc ça veut dire qu'un même employeur, il doit répondre aux conditions que je présente rapidement ici. Donc, les activités qui sont réalisées dans ces différents établissements doivent être de même nature et l'employeur doit s'assurer que le comité et le représentant sont en mesure d'exercer adéquatement leurs fonctions. Mais il n'y a pas plus de précision à ce sujet-là dans la loi, mais vous allez voir qu'en fonction de ce qui est prévu actuellement, il y a peu de temps qui est prévu pour le travail de prévention des représentants et du comité. Donc, pour les établissements de moins de 20 travailleurs, on ajoute des nouveaux, en fait, on a élaboré 2 mécanismes de prévention qui n'existaient pas auparavant. Donc, le plan d'action, qui est en fait une version très allégée du programme de prévention. Et par rapport au programme de prévention, on intègre les éléments de santé et de sécurité. Et dans le plan d'action, l'employeur va ajouter des éléments de santé seulement s'il existe un programme de santé qui va être présenté sur le site de la CNESST. Au niveau des mécanismes, un agent de liaison en santé et sécurité qui a pour principal rôle de coopérer avec l'employeur afin de faciliter les communications, des informations. Donc, c'est loin d'être le même rôle que le représentant en santé et sécurité qui, lui, fait l'inspection des lieux, participe à l'identification des risques. L'agent également, mais son principal rôle est de coopérer avec l'employeur. Alors, élément névralgique pour assurer la mise en œuvre effective du régime, mais ça prend de la marge de manœuvre suffisante pour faire de la prévention. Et cette marge de manœuvre-là se traduit par du temps suffisant, notamment pour identifier et analyser les facteurs de risque psychosociaux et dits ergonomiques. Également, si on considère que certains mécanismes pourraient s'appliquer, donc programmes de prévention et mécanismes de participation à plusieurs établissements. La formation doit être adéquate pour être en mesure d'identifier et analyser tous les facteurs de risque. Une représentation de tous et toutes les travailleurs, travailleuses. Donc, une question à propos de laquelle on pourra échanger tout à l'heure, comment seront nommés les représentants et les agents de liaison dans les établissements non syndiqués, comment seront représentés les travailleurs d'agence. Donc, la loi elle n'est pas très bavarde à ce sujet-là et laisse de la place à interprétation et on ne sait pas comment ça va être vraiment appliqué. Ressources suffisantes, donc au niveau de l'inspectorat pour soutenir et assurer la mise en œuvre effective des mécanismes partout. Alors, ce que prévoit le régime intérimaire pour tous les établissements de plus de 20 travailleurs, alors justement, cette marge de manœuvre-là, présentement, elle est réduite. Donc, ce qu'on voit qui est prévu dans le régime intérimaire, c'est sûr que le régime intérimaire, ce sont des mesures transitoires, mais à titre comparatif, ce qu'il y avait avant en termes de nombre minimal de travailleurs dans le comité de santé et sécurité, ce nombre est réduit pratiquement de moitié dans les entreprises de plus de 1000 travailleurs. Pour la fréquence des rencontres du comité de santé et sécurité, on voit que les rencontres, donc avant ce que prévoyait la loi, il y avait des rencontres donc, dans les petites entreprises au moins une fois 3 mois. Et dans le régime intérimaire, on prévoit que ça va être établi par des ententes entre l'employeur et les associations accréditées. Et s'il n'y a pas d'entente, ça va être seulement aux 3 mois. Jessica, il reste 2 minutes. Parfait, merci. Au niveau du temps réservé aux représentants pour exercer ces fonctions, donc d'identification des risques notamment, on voit que dans l'ancien régime, donc c'était des heures par semaine lorsqu'il y avait présence d'un comité de santé et sécurité. Avec le régime intérimaire, on parle de par trimestre. Donc, j'ai fait la conversion du nombre d'heures par semaine et on arrive à 25 de ce qui existait avant. Donc, 75 de moins de temps pour réaliser le travail de représentant la prévention.
Donc, qu'est-ce qui est prévu à la fin du régime intérimaire? Bien, beaucoup, en fait, va être établi par des dispositions législatives et réglementaires qui sont actuellement discutées dans un comité paritaire de la CNESST. Ils ont jusqu'au 6 octobre 2024 pour établir la réglementation, ou ce sera le gouvernement, au plus tard le 6 octobre 2025, qui mettra en place le règlement sur les mécanismes. Un ajout dans la loi modernisant le régime est que les comités réglementaires, ce comité en particulier, doit prendre en compte les réalités propres aux femmes et aux hommes dans le cadre de la présentation des différents éléments que je présente ici pour prendre en compte la réalité des hommes et des femmes. Donc, nombre minimal de membres, la fréquence minimale des réunions et les heures de libération minimale selon la taille de l'établissement, les fonctions du comité de santé et sécurité et du représentant, une formation au contenu prescrit, donc on ne connaît pas encore, mais qui devrait être obligatoire pour les représentants et les agents de liaison. Rien n'est prévu pour les employeurs en termes de formation obligatoire, ceux qui font partie du comité de santé et sécurité. Donc, quel contenu, quelle durée, ça va être délivré par qui, on n'en a aucune idée. Donc, petit rappel sur ce que prévoit le régime intérimaire dont je viens de parler. Donc, beaucoup reposent sur des ententes entre employeurs et associations accréditées. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il n'y a pas d'association accréditée? On peut penser que ça va être le minimum qui va être appliqué. Donc, 25 de ce qui était prévu dans les groupes 1 et 2. Et le multi-établissement possible sous certaines conditions, donc qui va complexifier aussi le travail de prévention. D'autres changements à surveiller, je termine là-dessus. Alors, obligation de prévention de la violence physique et psychologique, y compris la violence conjugale et familiale, dont Rachel Cox va parler tout de suite après moi. Un élément dont on a peut-être l'occasion de discuter pendant la période de discussion, c'est la mise en place de protocoles qui visent à encadrer le programme pour une maternité sans danger et qui ne sont pas encore mis en place, mais devraient l'être, certains devraient l'être au cours de 2023. Alors, on a des choses à dire là-dessus, mais donc, si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Et finalement, un autre changement, l'abolition du programme de santé spécifique à l'établissement. Quelles conséquences pour le réseau de la santé publique en santé au travail? Donc, Norman pourra aborder ces éléments-là dans sa présentation. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vous invite à visiter le site SAGE sur lequel on retrouve le mémoire et on va retrouver également le document synthèse éventuellement dont parlait Hélène. Puis, vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. On a une page de l'équipe SAGE. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jessica. Alors, je vais inviter Rachel Cox à prendre la suite. D'accord, je vais d'abord tenter de partager mon écran. Est-ce que ça y est? Ça fonctionne. C'est bon. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour aux amis, aux collègues que je vois dans l'auditoire. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Rachel, ton diapo n'est pas en mode diapo, il est en mode... Ça y est. Voilà, c'est parfait. Excellent, merci. J'ai 3 écrans devant moi. Alors, oui, pour ma part, je vais parler d'une nouvelle obligation de l'employeur en vigueur déjà depuis le 6 octobre 2021. Donc, un 16e paragraphe a été ajouté à l'obligation générale de l'employeur prévue à l'article 51 de la LSST. Fait partie maintenant de l'obligation générale de l'employeur de prendre des mesures pour assurer la protection du travailleur, de la travailleuse exposée sur les lieux de travail à une situation de violence physique ou psychologique, incluant la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel. Et l'adoption de ce 16e paragraphe a été le fruit d'un aboutissement d'une campagne menée par un partenariat de recherche sous l'égide du service aux collectivités de l'UQAM pour que la violence conjugale soit visée par la LSST. Donc, je salue bien bas mes partenaires que j'aime d'amour et qui sont prises en ce moment avec des incendies. Mon plan aujourd'hui, c'est un peu de comparer dans cette quête de voir est-ce qu'on a avancé ou est-ce qu'on a reculé deux enjeux importants pour l'égalité des femmes. D'une part, la violence conjugale
et d'autre part, la violence à caractère sexuel. Alors, deux obligations, je dirais pas nouvelles, mais à tout le moins explicites pour l'employeur, mais on va voir une mise en œuvre assez distincte de la part de la CNESST dans le cas de la violence à caractère sexuel, très différente de celle pour la violence conjugale. Maintenant, en termes de violence conjugale, plusieurs m'auront déjà entendu parler des liens entre les rapports entre les milieux de travail et la violence conjugale, mais je me répète parce que, en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé intuitif ces rapports au début. Selon un sondage pan-canadien, près d'une travailleuse sur trois a déclaré avoir déjà subi de la violence conjugale et pour la moitié de ces personnes-là, la violence conjugale, donc le contrôle coercitif, exercé par le partenaire violent s'est étendu jusqu'au travail. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire des textos, des appels téléphoniques incessants. Aujourd'hui, ça veut dire la géolocalisation par le cellulaire. Ça peut vouloir dire aussi d'être suivi jusqu'à son travail ou que le partenaire violent attend toujours à la porte à la sortie du lieu de travail. Des fois, il peut communiquer, donc créer des scènes pour la travailleuse en communiquant avec ses collègues ou avec l'employeur. Et il peut également faire éruption sur les lieux de travail alors que la travailleuse est à son poste. Pourquoi on s'intéresse à ça? Parce que quand ça arrive, on est dans un contexte d'escalade de la violence et c'est un signe de danger imminent qui peut éventuellement donner lieu à un féminicide. Donc, si on veut mettre fin au décès, au féminicide, ben, il faut porter attention au lieu de travail. Pourquoi? Parce que alors qu'une travailleuse peut s'enfuir dans une maison d'hébergement ou prendre refuge dans sa famille, par exemple, tôt ou tard, pour rappel, est en instance de séparation, elle a besoin de sous, il faut qu'elle aille travailler. Et souvent, l'ex-partenaire violent va savoir où elle travaille, comment qu'elle s'y rend, etc. Et donc, c'est important de porter attention à sa protection alors qu'elle est sur son lieu de travail. Ça veut dire quoi? Ben, lieu de travail, je rappelle toujours, ça peut être le stationnement de l'employeur et dans le contexte d'un milieu de travail ouvert comme une clinique ou un hôpital, il y a aussi un danger qui peut être très grave, tellement que certaines femmes vont même quitter leur emploi se sentant en danger, qui est très dommage parce que c'est le moment précis où, en instance de séparation, elle va avoir besoin de son revenu. Puis, outre la question de la sécurité financière, qui peut être relative, il y a aussi le fait que le travail, c'est un lieu où elle a une identité autre que celle de victime. Elle peut aller chercher du soutien, elle peut être à l'abri, au moins temporairement, de la menace de la violence. Donc, important qu'elle garde son emploi, qu'elle ne se sente pas obligée de laisser tomber son emploi. Et ça participe même à l'atteinte de l'objectif de la LSST, c'est-à-dire que les travailleuses, les travailleurs ne soient pas obligés de choisir entre leur sécurité personnelle, mettre leur vie en danger pour aller travailler. Alors, pourquoi alors la violence conjugale n'a pas toujours été visée par le régime de santé et sécurité du travail? D'autant plus que plusieurs femmes au Canada, de grâce pas encore au Québec, ont été assassinées sur leur lieu de travail par leur ex-conjoint parce que le travail, c'est un espace public, un lieu, oui, qui peut faire l'objet de réglementation, alors que la violence conjugale, c'est vu comme étant privé, comme appartenant à la sphère privée, et donc pas susceptible de réglementation par l'État. Alors, cette dichotomie entre public et privé, entre le travail et la famille, a été l'objet de critiques féministes, entre autres en présentant un modèle davantage écologique qui voit dans notre conceptualisation du travail dans les sociétés industrialisées le rôle de la communauté. Et ce qui est très intéressant en termes de la mise en œuvre par la CNESST de l'obligation de l'employeur en matière de violence conjugale, c'est le rôle qui est donné aux groupes communautaires. Si on regarde sur le site de la CNESST réfère vers les groupes de femmes pour la sensibilisation,
les conseils dans une situation concrète ou la formation. De l'autre côté, il y a la question de la violence à caractère sexuel, également nommée dans ce paragraphe 16 de la loi. Or, comme Hélène a expliqué en introduction, je termine un mandat comme présidente du comité qui a regardé les recours en matière de harcèlement sexuel. On aurait pu, comme c'était le cas dernièrement en Australie, proposer à corps et à cri une obligation proactive de prévention de harcèlement sexuel pour l'employeur. Mais alors, zut, on a trouvé qu'on en avait une déjà depuis la LMRSST. Le hic, par exemple, c'est que personne ne semblait au courant, personne nous en a parlé lors de la consultation et la CNSST n'a fait que proposer une définition. On va le voir, la violence à caractère sexuel correspond à des comportements à connotation sexuelle abusive, humiliant ou blessant. Jusque-là, ça va bien. Mais regardez bien, ces comportements sont faits sans le consentement de la personne qui les subit. Alors, je vous pose la question dans un contexte de prévention, pourquoi on aurait besoin de vérifier le non-consentement si un comportement est abusif, humiliant ou blessant? Et qu'est-ce que ça fait avec une telle définition où on va aller enquêter sur l'absence ou la présence de consentement, soit une défense en droit criminel, mais on va braquer les projecteurs sur le comportement de la personne victime. Alors qu'en matière de droit de la personne et donc en droit du travail, la conduite n'a pas besoin d'être faite sans le consentement, mais simplement être une conduite non sollicitée par la personne qui en est la cible. De plus, si on appelle la CNSST dans un contexte de harcèlement sexuel, tout ce que l'inspectorat va faire, c'est d'aller vérifier s'il y a une politique en matière de harcèlement psychologique, y compris à caractère sexuel. Et sinon, on va demander à l'employeur de télécharger, des fois on lui envoie par courriel, la politique de la division des normes du travail en matière de harcèlement psychologique et on lui demande de signer la politique, l'afficher et ensuite l'inspectorat rentre à la CNSST. Donc, il n'y a aucune prévention primaire, il n'y a aucune participation des travailleuses et des travailleurs et on s'en tient simplement à cette obligation d'avoir une politique sans s'intéresser à la vie réelle de la politique, encore moins de la prévention. Donc, se pose la question, quel est l'impact de la LMRSST sur l'égalité des femmes? D'abord, on a certes étendu la couverture de la LSST à de nouveaux risques, à des risques qui auparavant ont été considérés comme appartenant à la sphère privée, ce qui est bien. Mais se pose la question quand on compare la mise en œuvre de l'obligation de l'employeur en matière de violence conjugale à la mise en œuvre de cette obligation en matière de violence à caractère sexuel, à quoi bon avoir des droits s'ils ne sont pas mis en œuvre? Et donc, plus largement, également, sur cette question névralgique de l'égalité des femmes, qui sont les acteurs qui peuvent participer à cette mise en œuvre? Y a-t-il un rôle jusque-là sous-exploité, si je peux dire, pour la communauté, entre autres lorsqu'il s'agit d'enjeux critiques pour l'égalité des femmes, comme la violence à caractère sexuel ou la violence conjugale? Ironiquement, le fait qu'il y a eu un ajout formel à la loi en 2021 nous empêche en quelque sorte de faire campagne pour que la violence à caractère sexuel fasse l'objet de dispositions. Et donc, se pose la question, finalement, est-ce que le processus d'adoption, de conscientisation, de lutte pour la reconnaissance de ces obligations n'est pas aussi important que le texte de loi en fin de compte? Donc, je termine là-dessus. J'ai hâte d'avoir vos questions. Merci beaucoup, Rachel. Euh, je vais demander à Norman King de prendre la suite et de partager son écran. Euh,
Tu es sur mute, Norman. Est-ce Et que puis, oui. est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Et puis, ton diapo n'est pas en mode diapositive, si tu veux le mettre en mode diapo. Hmm. Est-ce que ça va? C'est pas en mode diapo, là. Mais c'est ça, c'est parce que je Ok, suis sur ok. un autre ordi. Ok, pas de Alors, problème. On voit bien, c'est parfait. OK. Donc, il me fait plaisir de prendre les 3 heures que vous m'avez accordées pour parler de certains reculs de la LM, la loi modernisant. Blague à part, je vais respecter mes 12 minutes, là. Alors, j'ai 2 sujets que je veux aborder. Le premièrement, c'est parce que j'essaie de tasser quelque chose. Excusez-moi. Bon, attendez une seconde. Bon, excellent. Les, En 1979, on a mentionné déjà la nouvelle approche pour le réseau de santé publique en santé au travail. C'était révolutionnaire. Le Parti québécois avait, suite à la grève d'amiante en 1975, il y a eu la commission Baudry et par la suite une campagne électorale et le PQ avait promis de changer, de réformer le système de santé au travail. Il a tenu bon sa promesse et il a instauré, entre autres, la nouvelle approche pour le réseau de santé publique en santé au travail. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà lu le livre blanc qui a énoncé cette politique-là. C'est un bijou de lecture pour comprendre le contexte de l'époque. Tout ça pour dire que quand on parle de programme de santé spécifique à l'établissement, il y a un médecin responsable de l'élaboration de ce programme-là, un médecin complètement indépendant de l'employeur. Il est dans le réseau de santé publique et il est choisi par le comité paritaire de santé et sécurité au travail. Non seulement ça, imaginez-vous, on sait tous que les médecins ont une certaine estime d'eux-mêmes et il élabore un programme, mais il soumet son programme au comité paritaire de santé et sécurité et c'est ce dernier, composé de l'employeur et des travailleurs et travailleuses, qui approuve. Donc, l'acte médical, si vous voulez, est approuvé par les travailleurs et l'employeur, ce qui était vraiment, vraiment révolutionnaire. Et c'est le directeur régional de santé publique qui évalue ce programme de santé spécifique à l'établissement et fait ses recommandations aux personnes indiquées ici. Mais le médecin, bon, j'utilise l'expression américaine, if it ain't broke, don't fix it. Ça fonctionne, ça a toujours fonctionné. Alors pourquoi l'enlever? J'aurais tellement aimé m'asseoir avec la personne qui a pensé à tout ça pour essayer de comprendre c'est quoi le raisonnement derrière ça. Puis, parce qu'en plus d'avoir le médecin responsable, les milieux de travail des groupes prioritaires où on avait ces programmes de santé spécifiques comptaient sur plusieurs autres sources de prévention spécialisées, dont infirmières, hygiénistes et ergonomes. Donc, c'est une équipe multidisciplinaire. Et ce qui était très important dans l'élément programme de santé spécifique, c'était justement l'identification des dangers pour la santé et sécurité dans une perspective de les éliminer. Et cette approche est plutôt rare et au lieu de l'abolir, on aurait dû l'étendre à l'ensemble des milieux de travail au Québec. Donc, au lieu de faire ça, on abolit le programme de santé spécifique à l'établissement, on abolit le rôle du médecin responsable aussi, et on remplace le tout par le médecin chargé de la santé au travail qui collabore sur demande de l'employeur. Comment ça va fonctionner concrètement? Évidemment, on n'a aucune idée. Évidemment, la commission et la direction de santé publique peuvent aussi exiger une certaine participation du médecin chargé de la santé au travail si ces organismes constatent des problèmes qui doivent être pris en charge. Ça, c'est correct. Mais si la commission et le directeur de santé publique ne s'impliquent pas, c'est l'employeur seul
qui demande la collaboration du médecin chargé de la santé au travail. Donc, comment ça va fonctionner, ça reste à voir, mais c'est vraiment, à mon avis, surtout que j'ai vécu l'introduction du système quand le tout a commencé, c'est un recul majeur, à mon avis. Côté évaluation, qui est un élément très important en santé publique, avant, c'était une obligation du directeur. Maintenant, ça demeure possible si le directeur le juge opportun. Donc, ce n'est pas totalement perdu, mais ce n'est pas systématique nécessairement. Allons du côté de la LATMP maintenant pour parler des maladies professionnelles. Évidemment, dans mon rôle d'épidémiologiste, j'ai travaillé beaucoup à aider les travailleurs et travailleuses victimes de lésions professionnelles à faire la preuve scientifique entre leur travail et leur maladie. Donc, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et évidemment, on a la fameuse présomption de l'article 29 de la loi qui vise à faciliter la preuve. Sans vous lire tout ce qui est écrit là, l'idée, c'est que nous avions une annexe de la loi qui avait une liste de maladies et des caractéristiques du travail qui correspondent à ces maladies-là. Et lorsque on est atteint d'une maladie visée dans l'annexe, une présomption s'applique et le fardeau de preuve pour éliminer la présomption relève de l'employeur s'il veut contester la réclamation. Donc, quelques exemples simples. Intoxication par les métaux, avoir accès à un travail impliquant l'utilisation, etc., ou une autre forme d'exposition à ces métaux, bruit, atteinte auditive, bruit excessif, lésions musculo-squelettiques, liste très limitative à bursite, tendinite, ténosynovite, donc ça exclut le syndrome de canal carpien. Donc, on parle de répétition de mouvements ou de pression sur des périodes de temps prolongées sans les définir. La jurisprudence traite ces cas-là en cas par cas. Et pour les deux cancers en lien avec l'amiante, avoir exercé un travail impliquant une exposition à la fibre d'amiante. Je pourrais vous parler sérieusement pendant 2 heures sur toutes les difficultés que nous avons à même faire appliquer cette présomption qui est très large. Alors, imaginez avec les conditions particulières qui s'en viennent, comment ça va être difficile, mais c'est ça qui existe dans le règlement actuel pour les travailleurs autres que les pompiers. On va comprendre ça dans quelques instants. Donc, on comprend, c'est comme ça que la présomption de l'article 29 fonctionnait. Avant de parler des conditions particulières, je tiens quand même à mentionner les grandes oubliées du règlement sur les maladies professionnelles. On a ajouté maladie de Lyme, bravo, Parkinson, pesticides, excellent, des cancers chez les pompiers exposés à fumée d'incendie, qui étaient déjà reconnus par une politique interne de la Commission, mais qui font partie maintenant du règlement. On a ajouté une trouble de stress post-traumatique aussi, mais on va voir les conditions particulières dans quelques instants. Qu'est-ce qu'on a oublié? Je ne comprends pas. On modernise la loi. Il y a des connaissances scientifiques qui existent depuis des années sur ces maladies que je vais mentionner et qui n'ont pas été incluses dans le règlement. Syndrome de canal carpien en lien avec les mouvements répétitifs, reconnu scientifiquement depuis longtemps. Pour même chose pour les lésions au niveau du travail à genoux ou accroupi. État de stress post-traumatique sans conditions particulières et plusieurs cancers. Tout ça, ça a été complètement laissé de côté. On reconnaît le cancer pulmonaire et mésothéliome plural, pas péritonéal, en lien avec l'amiante et des cancers chez les pompiers. Par contre, l'Organisation internationale du travail reconnaît plusieurs autres cancers en lien avec l'amiante, dont le mésothéliome du péritoine, cancer du larynx, cancer des ovaires. Et il y a une vingtaine d'autres agents chimiques reconnus cancérigènes. Le paradoxe, c'est que notre règlement préventif sur la santé et sécurité du travail au Québec reconnaît ces contaminants comme cancérigènes. Donc, c'est reconnu au Québec que le silice, l'ablation de diesel, etc., sont cancérigènes, mais dans le règlement sur les maladies visées par l'annexe, on n'en parle pas.
Bon, là, on arrive aux conditions particulières ajoutées par la loi. OK? Et là, c'est important de lire le texte. Un travailleur est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il est atteint d'une maladie prévue par règlement. Et, c'est moi qui souligne, si au jour où il reçoit le diagnostic, il rencontre les conditions particulières en lien avec cette maladie prévue par règlement. Ça, c'est une chose. De plus, avant la loi modernisant, la Commission pouvait ajouter des maladies à l'annexe. Avec la nouvelle loi, la Commission doit, par règlement, déterminer les maladies qui sont couvertes par la présomption et les conditions particulières. Autrement dit, la Commission peut enlever des maladies aussi. Donc, ça, c'est un autre élément problématique. Norman, il reste 2 minutes. OK. Conditions particulières, c'est complètement contraire à un principe de base en médecine où tous les individus, on est comme des flocons de neige, il n'y en a pas deux individus pareils, on varie énormément et il n'est pas acceptable d'appliquer des conditions qui s'appliquent à tout le monde. Par exemple, pour le Parkinson, on parle de 10 ans d'exposition nécessaire. Quand nous avons eu un jugement dans un autre dossier de pesticides pour une autre maladie oubliée, le lymphome non-hodgkinien, où on avait une durée de moins de 10 ans, et le juge écrit, et je cite, « Dès lors, il devient difficile, voire impossible d'établir les seuils minimaux d'exposition acceptables. » Donc, le jugement dit exactement le contraire de ce que la loi veut ajouter comme condition particulière. Le jugement dit que ce n'est pas acceptable. Je vais sauter rapidement cette diapo parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, mais juste pour comprendre que les conditions particulières pour le stress post-traumatique n'ont aucun bon sens. Et on aurait pu ajouter... Prenez le temps de lire ça et vous verrez que ça s'appliquera à très peu de gens comparativement en Ontario et ailleurs où on n'a pas de telles exigences. Chez les pompiers, on ajoute une durée minimale de 15 à 20 ans selon le type de cancer. Et pour le cancer pulmonaire et mésothéliome, durée est 10 ans sans tabagisme. Pour le mésothéliome, le tabac n'a aucun impact sur cette maladie-là. Cet ajout-là est complètement ridicule et non scientifique. Et il n'y a pas de seuil sécuritaire d'exposition non plus pour ces maladies-là. Donc, d'exiger 15 ans d'expérience n'a aucun bon sens. Et en ce qui concerne le tabac, je viens de lire une décision très récente là-dessus et je vais citer la dernière phrase parce que cette nouvelle jurisprudence cite plusieurs autres jurisprudences et la juge a dit « Il n'est certainement pas dans l'intention du législateur que de réserver l'application de l'article 29 aux non-fumeurs. » Autrement dit, la jurisprudence est claire. Le fait que quelqu'un fume et est exposé à un agent cancérigène n'empêche pas la reconnaissance de la maladie professionnelle. Alors, cette condition particulière va complètement à l'encontre de la jurisprudence unanime des tribunaux. Et pour conclure, au niveau reconnaissance des maladies professionnelles, deux gros problèmes. On passe à côté d'une véritable modernisation de la loi et au niveau des conditions particulières, ça donne un pouvoir réglementaire d'enlever des maladies, d'une part, et d'imposer des conditions particulières qui sont non fondées scientifiquement et juridiquement, ce qui deviendra un obstacle à la reconnaissance de ces maladies-là. Donc, j'ose espérer qu'on va pouvoir quand même se mobiliser ensemble pour tenter de peut-être amener des changements avec le temps. Et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Norman. Merci. Je vais laisser la place à Valérie. Il va pouvoir partager son écran. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, c'est parfait. Super, merci Hélène. Merci à Donc, toi. moi, je vais parler du retour au travail après une lésion professionnelle et notamment là, des obligations des employeurs là, qui sont nouvelles. Donc, je vais parler de la réadaptation avant la consolidation, la nouvelle obligation d'accommodement raisonnable pour le retour au travail, puis des éléments qui changent pour le droit de retour au travail. Donc, sur le plan de la réadaptation
avant la consolidation de la lésion. Puis on se souvient, la consolidation de la lésion, c'est soit le moment où un travailleur qui a subi une lésion professionnelle est guéri, ou lorsqu'il retourne au meilleur point là, possible de santé, étant donné sa lésion. Donc, si quelqu'un, par exemple, est amputé d'un bras, ben, c'est pas quand son bras va avoir repoussé, évidemment, mais quand les plaies vont être guéries, quand il va avoir retrouvé sa mobilité, fait sa réadaptation. Donc, une nouveauté, c'est qu'auparavant, la réadaptation professionnelle ne pouvait commencer qu'à partir du moment où le médecin avait déclaré que la lésion était consolidée. Maintenant, c'est possible d'entamer plus rapidement la réadaptation. Donc, un travailleur, puis ça peut être positif. Par exemple, si on établit que le travailleur ne pourra pas retourner à son emploi prélésionnel et qu'on prévoit qu'il devrait faire, par exemple, un programme d'études pour pouvoir avoir un emploi convenable, bien, démarrer son programme d'études avant sa consolidation, ça peut être intéressant. Donc, pour les mesures, il faut une approbation par le ou la professionnelle de la santé du travailleur qui va valider que la personne que ça correspond à son état de santé, sauf si la mesure n'a pas d'effet sur la santé. Et on peut bien penser qu'il y a des éléments qui sont manifestes, que c'est évident que cette mesure-là ne va pas avoir d'effet sur la santé. Par contre, on peut avoir un point d'interrogation parce que si c'est déterminé par l'agent de réadaptation de la CNESST, mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine substitution du professionnel de santé du travailleur? Donc, est-ce que l'agent de réadaptation a réellement tous les pouvoirs de dire, ceci n'affecte pas la santé? Il faut se rappeler que le travailleur, le professionnel de la santé est là pour les intérêts du travailleur, alors que l'agent de réadaptation, lui, applique le régime de la CNESST. Il y a aussi des changements sur le plan de l'assignation temporaire. L'assignation temporaire, c'est le travail qu'on peut faire en attendant la consolidation de la lésion. Donc, pour ça, le médecin traitant doit valider que le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir le travail que l'entreprise lui propose, que ce travail ne comporte pas de danger pour le travailleur étant donné sa lésion, puis que ce travail-là est favorable à la réadaptation. Donc, il y a un nouveau formulaire qui a été prescrit par la CNESST qui va demander d'inscrire quand même les limitations fonctionnelles sur ce formulaire-là. Il y a des changements sur le salaire que peut tirer un individu qui va faire une assignation temporaire. Donc, précédemment, l'employeur qui accordait une assignation temporaire à son travailleur versait au travailleur le salaire qu'il aurait eu et même les avantages sociaux qu'il aurait reçus s'il n'avait pas eu sa lésion. Donc, son salaire poursuivait de la même façon. Dorénavant, si le travailleur travaille selon un horaire réduit, l'employeur peut décider de ne payer que les heures travaillées et c'est la CNESST qui va payer la différence aux travailleurs ou aux travailleuses sous forme d'indemnité de remplacement de revenus. Mais elle va le faire jusqu'à concurrence de l'indemnité complète qu'elle aurait versée à ce travailleur-là s'il n'était pas en assignation temporaire. Ce qui veut dire que cette indemnité-là, en fait, c'est 90% du revenu net. Alors, on voit qu'il y a une perte de revenus pour le travailleur ou la travailleuse qui va faire une assignation temporaire comparée à ce qui existait précédemment. Sur le plan du retour au travail après une lésion professionnelle, il y a maintenant des obligations accrues pour l'employeur. Donc, précédemment, un employeur qui retournait dans l'emploi prélésionnel, un emploi équivalent ou un emploi convenable, donc un emploi différent que la personne est capable d'accomplir étant donné ses atteintes permanentes et ses limitations fonctionnelles, mais c'était les emplois tels que pratiqués dans l'organisation sans obligation de l'employeur de faire une quelconque modification. Donc, l'employeur disait simplement est-ce qu'il y a un emploi disponible ou non disponible. Il y a eu en 2018 l'arrêt Caron, donc ça s'est rendu jusqu'à la Cour suprême et qui est venu confirmer que les obligations d'accommodement que les employeurs ont envers les travailleurs handicapés qui découlent de la Charte des droits et libertés, ça ne devait pas être un régime étanche avec le régime à l'égard des travailleurs accidentés. Donc, s'il y a une obligation d'accommodement envers les travailleurs en situation de handicap, ces accommodements-là devraient aussi pouvoir être offerts aux travailleurs qui ont eu une lésion professionnelle. Donc, quand on parle d'accommodement raisonnable, c'est des modifications à l'aménagement des tâches, à l'horaire ou à l'organisation du travail si ces tâches-là, si ces modifications-là ne dénaturent pas l'emploi.
Hein, on sait que pour les travailleurs en situation de handicap, ben, l'employeur doit accorder des accommodements, à moins que ce qu'il demande, ben, ça fait partie des exigences professionnelles justifiées en lien avec les caractéristiques essentielles de l'emploi. L'employeur doit aussi démontrer que la norme qu'il a adoptée, c'est une norme de bonne foi et que, ben, en fait, il fait des efforts réels et véritables d'accommodement qui est proactif et innovateur. Donc, l'employeur a l'obligation de démontrer qu'il n'y a aucune solution d'accommodement possible s'il ne veut pas accorder des accommodements à un employé. Donc, en intégrant ces éléments-là dans la loi modernisant, ça fait en sorte que lorsque la CNSST, l'agent de réadaptation, met en œuvre un programme de réadaptation pour le travailleur, le programme, certes, peut toucher le travailleur, donc des mesures qui visent l'individu, un programme de recyclage, par exemple, de formation professionnelle, mais le programme peut aussi viser l'aménagement des tâches dans l'entreprise, la modification de l'horaire, de l'organisation du travail, encore là, si les mesures ne dénaturent pas l'emploi. Donc, c'est vraiment un pouvoir accru de la CNSST qui va rentrer vraiment dans la sphère de gestion de l'entreprise. Par exemple, la CNSST va évaluer le besoin d'un accommodement raisonnable pour réintégrer le travailleur chez son employeur. La CNSST, si un accommodement raisonnable est nécessaire pour permettre aux travailleurs d'exercer un emploi convenable, disponible chez l'employeur, et l'employeur ne peut que protester s'il fait la démonstration que l'accommodement lui impose une contrainte excessive, c'est-à-dire que c'est une dépense qui serait difficile à absorber pour son entreprise, c'est un entrave au bon fonctionnement de son organisation ou c'est une atteinte importante à la sécurité et aux droits d'autrui. Donc, c'est à lui que revient le fardeau de la preuve de ne pas mettre en œuvre ces applications, ces changements-là. L'employeur, le représentant en santé-sécurité puis le représentant syndical doit fournir des renseignements à l'agent de réadaptation pour permettre de prendre une décision. Puis, ce n'est pas seulement le syndicat auquel appartient le travailleur, mais ça va être tous les autres syndicats aussi qui seraient présents dans l'organisation. L'employeur doit donner accès au poste à la CNSST, puis l'employeur doit collaborer à la mise en œuvre des mesures dans son établissement, à moins encore là de démontrer une contrainte excessive. À cet effet-là, la CNSST peut accorder un soutien financier pour faciliter la réintégration du travailleur ou de la travailleuse et il peut même imposer une sanction administrative et pécuniaire à un employeur qui refuserait de collaborer, soit à donner de l'information ou à réintégrer le travailleur. Et moi, ce que j'espère en fait, c'est que les agents de réadaptation vont prendre en compte un peu les connaissances qui sont développées sur le plan de l'intégration des travailleurs en situation de handicap dans les entreprises. Parce qu'on sait que négocier des accommodements dans un contexte de personnes en situation de handicap, bien, la recherche démontre que c'est un processus qui est itératif, non linéaire, interactif et politique. Il y a toutes sortes de facteurs sociaux, relationnels, politiques qui vont s'intégrer là-dedans. Donc, ce n'est pas aussi simple que de dire, ben, voici les lésions et les besoins, puis voici les accommodements qui arrivent de l'autre côté. On sait que souvent, il y a plusieurs parties prenantes qui vont tenir de multiples discussions, les ressources humaines, le superviseur direct, le syndicat, la direction, des professionnels externes. Donc, tous ces gens-là aussi rentrent à partie habituellement quand vient le temps de déterminer des accommodements. Il faut aussi savoir que ben, les accommodements, c'est quelque chose de dynamique. Souvent, pour travailler qu'est-ce qui fonctionne, il faut faire jusqu'à 4 essais différents. Donc, est-ce que les agents de réadaptation de la CNSST vont vraiment faire ce travail-là là, de tests et d'essais et de vérification si ça fonctionne? Puis finalement, ce qu'on sait aussi, c'est que les accommodements raisonnables d'une personne qui a des limitations fonctionnelles, bien, ça peut changer avec le temps dans le futur. Donc, soit parce que il y a un changement chez le travailleur ou la travailleuse, notamment dans sa condition de santé, mais aussi dans le contexte de l'évolution de l'entreprise. Hein. Un accommodement, c'est un équilibre entre les besoins d'un individu puis son environnement. Donc, si un changement de produit, de service, de procédé, d'outils, de lieux de travail, mais aussi de membres dans l'équipe, bien, tout ça, ça peut venir un peu rompre l'équilibre qui a été trouvé avec l'accommodement, puis ça demande le besoin de revisiter ces accommodements-là. Donc, ça reste quand même à voir, est-ce que les agents de réadaptation vont avoir cette vision-là là, à long terme pour accompagner le travailleur dans ses besoins. Valérie, il reste Oui. 2 minutes. Parfait, je suis dans mes temps.
Donc, le dernier élément que je voulais aborder, c'est le droit de retour au travail. Donc, lorsque le travailleur redevient capable d'occuper son emploi, un emploi équivalent ou un emploi convenable qui est disponible chez son employeur, avant l'expiration du délai du droit de retour au travail, ben, l'employeur était réputé pouvoir intégrer le travailleur. Donc, le délai, c'est d'1 an quand l'entreprise compte 20 travailleurs ou moins, ou 2 ans quand c'est plus de 20 travailleurs. Ce qui est nouveau, c'est que le travailleur redevient capable, après l'expiration du droit de retour au travail, ben, l'employeur est présumé maintenant pouvoir réintégrer le travailleur et il peut ne refuser que si il démontre l'existence d'une contrainte excessive. Donc, c'est dire qu'auparavant, une fois l'expiration du délai de droit de retour au travail fait, ben, il y avait vraiment une rupture du lien d'emploi, puis il n'y avait plus de lien entre le travailleur qui avait une lésion et l'entreprise. Maintenant, ce lien-là va demeurer dans le futur et l'entreprise pourrait continuer à avoir des obligations envers son travailleur, travailleuse qui a eu une lésion. Donc, en conclusion, je pense qu'il y a quand même des changements positifs sur les obligations accrues des employeurs d'offrir des accommodements raisonnables aux travailleurs qui conservent des limitations fonctionnelles, des atteintes permanentes après une lésion professionnelle. Par contre, ça va être à considérer pour voir comment les agents de réadaptation de la CNESST vont assumer ce nouveau rôle-là d'imposer des changements dans l'organisation du travail de l'entreprise. Et est-ce qu'ils vont réellement faire des suivis à long terme pour vraiment respecter ce qu'on sait sur qu'est-ce qu'un accommodement raisonnable en milieu de travail? Puis finalement, moi, mon espoir, comme chercheuse qui s'intéresse aux travailleurs en situation de handicap dans les entreprises, c'est que cette nouvelle intervention-là de la CNSST va avoir un effet positif aussi sur les travailleurs, les travailleuses dont l'étiologie de l'incapacité ne vient pas d'une lésion professionnelle. Donc, quand ça vient d'une condition personnelle. Donc, si les entreprises développent des nouvelles habiletés à établir des accommodements raisonnables pour les travailleurs qui ont eu des lésions professionnelles, peut-être que cette mécanique-là va leur sembler un peu moins étrangère. Ils vont développer des réflexes, des flexibilités qui vont pouvoir bénéficier à une plus large proportion de travailleurs. Voilà. Merci beaucoup, Valérie. Merci.